On est dans la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle, qui est un lieu précurseur de la mondialisation, puisqu'il s'agissait à partir de Louis XIV de rassembler des collections d'animaux du monde entier dans un but de connaissance. Et c'est ici que Ping vient chercher son inspiration. C'est pas étonnant parce qu'on a vraiment tous les animaux importants dans la symbolique de différentes cultures, de la culture chinoise en particulier. On a le serpent, on a la tortue qui symbolise le monde. On a ici un modèle quelque part de cette entreprise globalisante qui pouvait être celle de la science à partir du siècle des Lumières. La mondialisation, elle remonte à des temps extrêmement reculés, qui peuvent être ceux des premiers échanges. Avant l'arrivée des Européens, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur une européanisation trop forte de ce concept. Et ceux qui vont développer cette circulation à l'échelle planétaire, de circulation de biens, d'idées, de personnes, ça va être en particulier les grandes compagnies des Indes, établies à partir du XVIIe siècle et qui préfigurent des grands réseaux de la mondialisation. Ces grands empires se sont appuyés sur le commerce de certains produits, en particulier un qui est très clairement évoqué dans l'œuvre de Ping, celui de l'opium. Une plante qui est extrêmement intéressante pour ce qui a trait des empires coloniaux, parce que c'est ce qui a permis à certains d'entre eux d'asseoir leur domination. Ce qu'on ignore, c'est que l'opium, ce n'est pas une plante qui est originaire de l'Asie du Sud-Est, mais cultivée en Inde, diffusée par les puissances coloniales, imposée aux populations, et les empires coloniaux contrôlaient le commerce, voire en avaient le monopole. Donc on a vraiment, dans ces entreprises coloniales, une construction commerciale qui alimente le pouvoir politique. Ces empires sont déjà une esquisse de ce qu'on désigne aujourd'hui sous le terme de mondialisation, dans la mesure où ces empires ont établi des réseaux basés sur les échanges, le commerce et une domination politique. Donc on se retrouve dans quelque chose qui ressemble à ce qu'est la mondialisation aujourd'hui. La mondialisation, ça crée une sorte d'idée de contrôle, très bien illustrée par les empires coloniaux. Et puis, dans le sillage de ce centre de contrôle, il y a cette uniformisation qu'on constate dans toutes les régions du monde, c'est-à-dire avec la promotion de certains genres de vie, de certaines modes vestimentaires, de certains produits qui sont totalement mondialisés. Et en réaction à cette uniformisation, on va voir de plus en plus des communautés, des pays qui vont chercher à marquer leur singularité. Donc on a parallèlement deux phénomènes. L'un, c'est l'éclatement des territoires, et puis la quête d'un enracinement qui revient peut-être donner un équilibre à certaines communautés, voire l'expression de certains nationalismes en réaction à cette uniformisation du monde. Et pour faire valoir un certain nombre de produits, de savoir-faire ou de culture, on va avoir la quête d'un enracinement. Et c'est ainsi qu'on a les deux phénomènes, uniformisation et enracinement, qui sont deux caractéristiques de la mondialisation. On a l'impression que chacun des containers qui sont présents dans cette exposition, c'est finalement un morceau de ce monde qui désormais peut se recomposer de différentes façons. Et ça, c'est une image assez forte de la mondialisation. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.